Hello à tous, bienvenue dans le talk. Bonjour Kyle, on a Julot qui est avec nous, Brest85, salut, le Dagda aussi, bienvenue à tous. On est parti pour une heure de stream ensemble et aujourd'hui on va se pencher sur l'Argentine qui depuis hier a officiellement un nouveau président. Il s'appelle Javier Milei, il est anarcho-capitaliste, alors on va essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire tout ça. Il est souvent armé d'une tronçonneuse, littéralement, lors de ses meetings, un symbole des coupes budgétaires dans les dépenses publiques qu'il prévoit, on va en parler aussi bien sûr. Il a été investi hier, on va revenir un peu sur la cérémonie, sur son discours, mais il a été élu il y a 3 semaines déjà, en battant le ministre de l'économie sortant, qui s'appelle Sergio Massa. Et dans le profil de Javier Milei, comme dans son programme, tout indique un bouleversement pour le pays, voire même peut-être pour la région. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maricel Rodrigo Blanco. Bonjour. Tu es maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris. À côté de moi, David Copello. Salut, bonjour. Spécialiste de l'Argentine, chercheur en sciences politiques au laboratoire Agora de l'Université de Cergy et chercheur associé au CREDA. Et Pablo Stefanoni, bonjour, journaliste argentin et docteur en histoire. Bienvenue à tous les trois, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. J'imagine que vous avez regardé les images de l'investiture hier de Javier Milei, donc à Buenos Aires. Cette fois, pas de tronçonneuse, comme on l'a vu précédemment, mais il a bien parlé de coupe budgétaire, puisqu'il a promis que d'un point de vue économique, les choses allaient s'empirer sur le court terme. Il a promis un choc. Est-ce que vous pouvez me dire, chacun votre tour, l'image que vous retenez de cette cérémonie d'investiture, l'image qui a été pour vous la plus marquante? Le premier qui veut se lancer. Je pensais pas que ça allait être une question difficile. Pas je commence alors. Je pense que Milei a parlé, a essayé un peu de parler un peu du futur, parce qu'il vient d'un discours, dans la campagne électorale, il a mené un discours anarcho-capitaliste, comme vous avez dit, que c'était assez utopique. C'était un discours très radical, même il avait un langage assez virulent contre la caste politique, contre les systèmes. Alors, il a commencé à parler comme président. Alors, c'était intéressant de voir un peu les changements, qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit que les choses vont aller pire, mais que finalement, on aura un peu la possibilité de retourner à un passé assez doré, parce qu'il a un discours assez décliniste sur l'Argentine du 19e siècle, tout ça. Mais c'est intéressant de voir le nouveau Milei, qui est différent du Milei qu'on a connu dans la campagne électorale. Maricel, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette cérémonie ? Alors, plusieurs choses. Et comme il a été dit, je pense qu'il y a en effet un Milei avant Milei, un Milei candidat, un Milei qui a été député pendant 2 ans avec une présence quasi nulle au Parlement, mais qui s'est présenté comme une sorte d'outsider politique, et qui ensuite apparaît comme le Milei président des Argentins et des Argentines. Mais c'est un Milei tout de même qui s'est dirigé, qui s'est adressé surtout aux militants et militantes, surtout aux personnes qui l'ont soutenu, comme le montre l'image des Milei qui fait son discours, ses premiers mots, contrairement à la tradition argentine. Il n'était pas dans le Parlement, mais sur les marches, sur les devant parvis, la foule, sur les marches, devant la foule, donc face à la place de los dos congresos, la place des 2 congrès, donc devant le Parlement, en laissant derrière lui, sur son dos, le Parlement. Il avait fait un passage très rapide au Parlement où il a prêté serment. Donc ça, c'est une image quand même forte qui a dérangé un certain nombre d'élus, en fait, comme on a pu les voir. Et c'est une image forte aussi qui a été suivie après d'un discours où je retiens un élément qui m'a un peu interrogée. C'est le fait qu'il dit, donc, comme Pablo vient de dire, que on doit s'attendre à 2 ans, 3 ans, même plus, en fait, des sacrifices de la population argentine, des ajustements, d'une réduction drastique des dépenses. Ça, c'est ce qu'on savait tous. Mais il a dit aussi qu'il allait se servir de toutes les ressources de l'État, il a dit littéralement cela, pour faire passer ces mesures, et que surtout, il ne voulait pas, en fait, des discussions stériles.
Donc quand on lit entre lignes cela, on peut s'attendre en effet à voir des décrets, c'est-à-dire des décisions qui sont prises par décret. Ce que, bon, c'est pas étonnant en Argentine, puisqu'on a une longue tradition quand même des présidents qui ont gouverné par décret. En revanche, ça peut être inquiétant, puisque c'est quand même un pays où on s'apprêtait à fêter les 40 ans de démocratie, après une dictature sanglante. Ça coïncide avec tout un discours négationniste vis-à-vis des 30 000 détenus disparus. Donc ce qui inquiète de ces discours-là, enfin, c'est le même discours des critiques du parlementarisme, si vous voulez. En théorie politique, on discutait le parlementarisme en disant que c'était des discussions stériles et qu'il fallait un chef. Donc voilà. David ? Oui, sur le discours, par rapport à ce que vient de dire Marie-Celle, ce que je trouve aussi frappant dans son discours d'investiture, c'est qu'à aucun moment, il me semble, sauf peut-être vous me contredirez, il ne mentionne la dictature militaire et le fait que l'Argentine est en démocratie depuis 40 ans, comme si ça n'avait vraiment aucun intérêt, aucune relevance dans le contexte. Par contre, sa vision de l'histoire, c'est vraiment, comme disait Paul, une vision où l'Argentine a commencé à décliner autour des années 1910-1920, donc au moment où le suffrage universel masculin commence à fonctionner en Argentine. Donc il n'a pas ouvertement promu une vision négative ouverte de la démocratie, mais derrière, entre les lignes, il y a quand même ça. Et après, sur les images, vraiment, en termes d'images plus prosaïques, il y a effectivement cette posture du discours qu'il fait devant la foule assemblée sur la place des deux congrès plutôt que dans le Parlement, ce qui est une forme de rupture du protocole. Et il y a deux autres éléments plus anecdotiques, mais je trouve quand même un peu significatifs de rupture du protocole. C'est que quand il signe l'espèce de livre d'or que signe le président au moment où il est investi, il signe avec sa signature et il met « Viva la libertad carajo » en dessous, donc « Vive la liberté bordel », ce qui est le slogan, le gros slogan de sa campagne. Oui. Donc ce qui est quand même... c'est une manière un peu étrange d'entrer dans le costume du président, quoi. Et dans le même ordre d'idée... au moment où on lui passe le pouvoir, on lui donne le pouvoir, on lui donne un sceptre. Et sur le sceptre, il a fait ajouter, je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit truc qu'on fixe dessus en métal, argent, en fait. Sur lequel il y a ces 5 chiens gravés. Donc ces 5 chiens, il a eu un chien qui est décédé, il l'a fait cloner, il en a fait 5 clonés, il y en a un qui est décédé, bref, en gros il a 5 chiens dont certains clonés. Et donc c'est sur son sceptre présidentiel, donc les symboles officiels du pouvoir, ce qui est un peu étrange, quoi. Effectivement. Marie-Celle, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, ajouter juste une chose par rapport aux mentions qu'il a faites donc du passé de l'Argentine dans son discours. Une mention quand même qui est étonnante, mais qui est assez préoccupante, c'est le fait de faire référence à Julio Argentino Roca en Argentine. Pour tous celles qui ne savent pas, en fait, c'est un ancien président argentin qui a gouverné l'Argentine fin du 19e siècle. Donc faire référence à Roca, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire référence à celui qui a, qu'on considère en tout cas comme le moment où l'État-nation s'affirme en Argentine, où la souveraineté du pays s'affirme, notamment sur les choix de la ville de Buenos Aires, comme ville capitale du pays. Et puis par ailleurs, c'est quelqu'un qui a mené en fait une stratégie politique qui a été appelée à l'époque comme l'organisation nationale, qui passait par ce qu'on appelait la campagne du désert, c'est-à-dire une conquête sanglante en fait de la province de Buenos Aires et de la Pampa argentine, donc du nord de la Patagonie. Tout ça pour dire que c'est quand même un massacre en fait dont Julio Roca il est responsable, et faire référence à cet homme-là, c'est faire référence à une époque où on gouvernait par la fraude électorale, où l'Argentine était un pays dominé par quelques petites par une oligarchie en fait, quelques petites familles très 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 riches en fait, et par la fraude électorale. Donc c'est préalable à la démocratie, mais ça ajoute un autre élément en fait à cet imaginaire argentin qui est étonnant. Pablo. Non, on a vu aussi, je pense, comme image, un pèlerinage aussi de l'extrême droite mondiale à Buenos Aires, parce que Viktor Orbán est allé à Buenos Aires, et l'extrême droite espagnole, et Bolsonaro, qui a été reçu comme un président. Et alors, je pense qu'on va voir ça à Buenos Aires, parce qu'il y a dans tout le monde, il y a des différents extrêmes droites sont un peu fascinés par ces victoires, disons, anti-wokistes dans le sud du monde. Alors je pense que ça sera intéressant de voir aussi ces images. Donald Trump a dit qu'il voulait visiter Buenos Aires, et Elon Musk a diffusé
un extrait d'un entretien de Milei, où Milei disait, comme il a répété dans la campagne, que la justice sociale, c'était une monstruosité, que c'était quelque chose d'horrible, tout ça. Alors je pense que ça, c'est une image aussi importante de retenir. Bon, qu'on va voir, je pense, dans les prochains mois et années. Il y a Rima qui nous demande si on va parler de la vision des femmes de Milei. On va en parler, t'inquiète pas, c'est prévu. Je voulais juste peut-être une question pour toi, Pablo, puisque pour revenir un peu sur la vie de Javier Milei, alors en gros, c'est un peu comment on en est arrivé là. Il est économiste au départ, il s'est fait connaître notamment en passant beaucoup sur les plateaux télé avec un discours particulier, insultant. Souvent. Tu l'as connu, si je ne me trompe pas, plus jeune, à l'époque où tu étais étudiant. Oui, j'étais étudiant, il était prof, et alors je l'ai connu quand il était un économiste assez néoclassique, plus conventionnel, même s'il était déjà assez excentrique dans les années 90. Mais c'est en 2013 qu'il a vraiment vécu une sorte de révélation quand il a lu les économistes de l'école autrichienne d'économie. Alors, il a vécu ces révélations, une sorte de conversion à la version la plus radicale de l'école autrichienne, que c'est l'anarcho-capitalisme. Après ça, il a commencé à apparaître dans les studios télé et il s'est fait connaître. Il parlait comme ça, avec un discours assez extravagant, très virulent. Il pouvait dire, par exemple, que l'État est un pédophile dans un jardin maternel, avec les enfants enchaînés, enduits de vaseline, des choses comme ça. Il parlait contre les politiciens, les keynésianismes, les collectivistes de merde, des choses comme ça. Alors, il a attiré l'attention de beaucoup de jeunes post-adolescents qui ont commencé à lire ces littératures libertariennes américaines. Et c'est un cas d'importation des idées qui était assez complètement étrange à la culture politique argentine. Alors justement, si on revient sur l'anarcho-capitalisme, j'ai promis qu'on essaierait d'expliquer un peu ce que ça veut dire. En gros, il y a quand même cette idée de rejeter l'État comme structure dirigeante. C'est un peu paradoxal pour un chef d'État, non ? Oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il s'agit... oui, parce qu'il veut s'emparer de l'État. On a bien vu qu'il voulait. Il est président, il est chef d'État de l'Argentine, mais l'État, il n'en veut pas. Mais il faut m'expliquer un peu là. Alors, il va s'emparer des ressources de l'État, il va s'emparer de l'État, mais justement pour diminuer l'État à son niveau minimum. En fait. Ouais. Bon, après, les écoles... disons libertariennes, les écoles économistes autrichiennes, que ce soit le versant autrichien ou le versant de l'école de Chicago, ont des petites différences en fait entre eux. C'est pas la même chose Robert Nozick que la version de l'école autrichienne, mais néanmoins il y a quand même l'idée de réduire l'État à son minimum. L'État, il est coupable en fait de tous les maux. Milei l'a dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Voilà. Dans un pays qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de réserve en fait dans sa banque, on peut pas avoir un État qui emploie autant de personnes, et c'est dans ce sens qu'a été par exemple l'une des premières annonces de la conférence de presse qui a été faite par son porte-parole ce matin en Argentine, 8h du matin en Argentine, c'était justement, ça allait dans ce sens, de réduire le personnel de l'État et de réduire l'État à son minimum, ce qu'il a commencé à faire en réduisant les ministères. Tout à fait, il en a supprimé un certain nombre. Ouais. Il est passé de 18 à 9 ministères. Mais au-delà de ça, il s'agit aussi de prôner l'idée de la liberté. Pour lui, c'est surtout la liberté capitaliste, c'est-à-dire la propriété privée, qui est sa première, son étendard, c'est sa première valeur. Il met en avant la propriété privée et il dit, je vais négocier, je vais commercialiser avec tous ceux qui défendent cette idée-là de liberté, en fait. Donc tout le reste, c'est dans son idée, dans son imaginaire, ça appartient au monde communiste, au monde socialiste. Donc il a pu dire des choses qui sont tout simplement ignorantes. En fait, on ne peut pas dire que la Chine soit communiste, qu'en Argentine le socialisme gouvernait depuis le siècle dernier. C'est tout simplement faux. C'est tout simplement faux. Il y a pas en Argentine, le socialisme n'a pas gouverné. Les gauches sont plutôt éclatées et sont pas représentées, comme le déplore ou pas, sont pas représentées
au Parlement de façon importante. Donc c'est un mal, une sorte de mal en fait qu'il énonce théoriquement, et face auquel c'est la propriété privée qui est la solution. À tel point qu'il dit, par exemple, si les entrepreneurs ne nécessitent pas en fait des questions, par exemple des services publics, enfin s'ils ne proposent pas des choses, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin en fait. Il n'y a pas besoin de réparer une route, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc il a déjà promis que, par exemple, les travaux publics, il n'y aura pas d'argent pour cela. C'est dans ces sens, enfin c'est cet esprit en tout cas ultralibéral. C'est quand même une vision de la réalité, de la réalité de son pays qui est un peu étrange. De se dire, s'il n'y a pas d'offre, c'est que forcément il n'y a pas de demande. Ouais, mais Milei, il est un peu bizarre en tant que personne et il se revendique d'une idéologie qui est un peu bizarre aussi, et donc c'est encore plus bizarre d'essayer de l'appliquer à un État réellement existant. En fait, les anarcho-capitalistes ou les libertariens, ce qui renvoie plus ou moins au même courant de pensée, c'est un peu des économistes, c'est un peu des théoriciens de la politique. C'était des gens relativement marginaux. Enfin, il y a une autrice qui est très connue aux États-Unis qui s'appelle Ayn Rand, qui a fait un certain nombre de romans, et je crois que c'est les romans les plus vendus de l'histoire des États-Unis. Oui. Donc il y a ça. Mais par contre, les économistes, les théoriciens anarcho-capitalistes, il y a des gens comme Robert Nozick, il y a des gens comme David Friedman, qui est le fils de Milton Friedman, qui ont toujours eu un espèce de... d'éthos un peu rock'n'roll, un peu contre-culturel, ce qui renvoie un peu à l'image que Milei essaie de créer lui-même. Ouais. Et alors Milei, il dit, je crois, dans ses discours, qu'il y a en gros des réformes de première génération et des réformes de deuxième génération. Et donc lui, en première génération, il est minarchiste, donc il veut réduire l'État au minimum. Et en deuxième génération, il faudrait que l'État disparaisse complètement et que du coup, on puisse privatiser les rues. Et donc que les gens circulent dans les rues comme on circule sur l'autoroute en faisant biper sa carte avec son abonnement et des choses comme ça. Et évidemment, après, il y a tout ce qui relève de la vente libre d'armes, la vente libre des enfants. Comme ça, mais c'est le marché libre de l'adoption, je crois que c'est vraiment le summum un peu de cette idée-là. Et c'est une idée qui, est pas hyper majoritaire chez les anarcho-capitalistes non plus, mais qui est défendue par le gourou intellectuel de Milei qui s'appelle Murray Rothbard. Et c'est pareil, parce qu'on se dit, ça peut être typiquement une idéologie qui prône donc la liberté de tout un chacun. Pourtant, l'avortement, Milei, c'est pas un sujet pour le coup où la liberté, ça l'intéresse, quoi. Non, il dit justement que la liberté s'arrête là, puisqu'il considère que l'enfant n'est pas, que l'enfant, il n'est pas propriété de sa mère, etc. Et donc la mère peut pas décider de son corps librement, puisque l'enfant n'est pas son corps, en fait. D'accord. Donc voilà. Mais il a toute une série d'idées autour de la sexualité aussi, dont il s'est confié en partie sur YouTube, dans cette même esprit en fait de jouer avec les émotions et l'identification avec les jeunes et avec un certain nombre de personnes. Il a été très efficace de ces points de vue-là. Mais du point de vue de ses mesures, en tout cas, il a clairement dit à plusieurs reprises qu'il allait... il a déjà décidé, il a supprimé un ministère, donc le ministère des femmes du genre et de la diversité, qui est quand même un modèle, en fait, en tout cas dans le monde, mais aussi en Amérique latine surtout, et qui était, on peut dire qu'il a mené en tout cas un certain nombre de politiques très progressistes et intéressantes de ces points de vue-là, qui ont permis par exemple de diminuer les taux de féminicide, qui est très important en Argentine, comme dans d'autres pays de l'Amérique latine. Et oui, mais l'Argentine est quand même vue comme un pays un peu pionnier dans les luttes féministes. Tout à fait. D'ailleurs, on a reçu le soutien des mouvements féministes chiliens, des mouvements féministes de plusieurs pays de l'Amérique latine. Et il a aussi promis, alors on va voir qu'est-ce qu'il fait, mais donc la mesure qu'il a déjà faite, c'est supprimer ses ministères. Et puis il a promis aussi d'aller de supprimer ces droits qui avaient été les droits à une éducation sexuelle intégrale, qui est une loi qui est passée, qui date de 2006 en fait, qui est une loi très intéressante. L'objectif en fait, en tout cas de cette loi, c'était d'informer, travailler dans les écoles, dans les lycées, etc., et d'informer les jeunes autour des questions de la sexualité, autour de leurs droits, autour de leur corps, de travailler ces questions-là auprès des jeunes et depuis l'enfance. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'il a promis déjà qu'il allait supprimer. Et pareil pour les droits, la libéralisation de l'avortement, enfin les droits à l'avortement, qui est passé en Argentine en 2020. Mm-hmm. Et suite à toute une série de mobilisations qui datent d'il y a très longtemps. En fait. Tout à fait, ouais. Et pour tout ce qui est justement dans les propositions de Milei sur le droit des femmes, il est aussi climato-sceptique, les inégalités salariales entre femmes et hommes aussi n'existent pas. N'existent pas selon lui. Non. Ça a un écho dans la société argentine.
c'est partagé par la société, parce que du coup ça fait un peu, notamment pour ce qui est des luttes féministes, on se dit effectivement on pensait qu'en Argentine il y avait un mouvement qui marchait bien, qui avançait bien, qui était pionnier aussi, qui inspirait un peu les pays alentours. Ces mesures-là, ces idées de Milei, elles ont un écho dans la société argentine? Je sais pas qui veut... Je peux dire moi aussi sur cela, c'est qu'il nie, comme il nie tant d'autres choses, il nie donc les effets du climat, enfin en tout cas les effets de l'activité humaine sur la nature, il nie l'existence des inégalités socio-économiques aussi d'une certaine manière, puisque là, il a déjà dit, que c'est finalement c'est les plus forts qui vont, c'est ceux qui réussissent, les gens des biens, comme ils les appellent, de façon très moralisante, les gens des biens qui vont réussir, et puis il nie effectivement les inégalités entre femmes et hommes. En Argentine, il faut savoir qu'il y a un écart salarial très important de revenus entre hommes et femmes. Donc, qui dit inégalité socio-économique dit nier, par exemple, les écarts de revenus qui sont de 20 points entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus bas, et qui nie les inégalités entre femmes et hommes. C'est aussi nier le fait que, par exemple, l'Argentine, qui est un pays où l'économie informelle est très importante, où ce sont les femmes qui occupent les postes les plus précaires, c'est nier toute une réalité du travail, du monde du travail, que je pense qu'une bonne partie de la population de l'Argentine vont se rendre compte, en fait, en tout cas, dans les prochaines années, de ces faits, de ces politiques, en fait, en tout cas. Pablo? Non, je pense que ça c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a un consensus assez fort, par exemple, sur la légalisation de l'avortement et des autres choses, le mariage pour tous. Par exemple, Milei est contre l'avortement, mais pas contre le mariage pour tous. Alors c'est assez compliqué, parce que c'est toutes ces idéologies, disons, libertariennes, c'est assez compliqué. Mais c'est intéressant aussi qu'il parle beaucoup de liberté, mais jamais de démocratie. Et ça, c'est parce que c'est vraiment une idéologie que c'est un peu antipolitique, parce que finalement, la démocratie, c'est aussi la démocratie des politiciens, la démocratie du débat parlementaire, la démocratie un peu de ces débats stériles dont on a parlé. Alors, c'est vraiment, quand il a été interrogé sur la démocratie, il a été un peu compliqué. Il a dit, parce que vraiment, il n'a pas pu répondre oui, je soutiens la démocratie. Il a commencé à parler des théorèmes économiques et tout ça. Alors, je pense que ça, c'est intéressant. Mais je pense que finalement, il a gagné. C'est vrai que son discours, ce discours du capitalisme, disons, héroïque qu'on peut trouver dans les romans d'Ayn Rand, dont parlait David, que c'est un livre qui est assez inconnu en France, mais aux États-Unis, c'est le livre le plus vendu après la Bible. Et en Argentine, il y a pas mal de traductions. Il y a beaucoup de gens qui lisent ce livre qui a, je ne sais pas, 1500 pages. Ouais. Alors, c'est trop long, c'est un roman, mais c'est une idée de capitalisme héroïque qui n'existait pas vraiment en Argentine, parce que même la droite ne parlait pas comme Milei, la droite plus conventionnelle. Et aussi, je pense que c'est important pour comprendre un peu la victoire de Milei, son style un peu de rockstar, avec ses cheveux en bataille, tout ça, parce que ça, je pense que ça a connecté un peu avec les jeunes, c'est une sorte de rébellion de droite, mais à la fin, une sorte de rébellion électorale. Un peu contre la politique politicienne. Il y a beaucoup de voix, notamment au premier tour, qui lui sont venues de la jeunesse. Donc il a un discours qui, visiblement, a touché une espèce de jeunesse déçue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être, David, déçu par quoi? C'est quoi la situation des jeunes en Argentine? Je pense que la situation de tout le monde en Argentine, enfin de tout le monde non, mais d'une grande partie de la population est vraiment très très compliquée, voire même catastrophique. Il y a les taux de pauvreté là qui sont autour de 40%, il y a le taux d'inflation qui devrait atteindre 150% en 2023, etc. Et donc les jeunes, je crois que de manière générale, les jeunes sont ceux qui ont le plus de difficultés à accéder au marché de l'emploi, ou alors qui y accèdent mais dans le secteur informel, etc. Donc il y a un certain nombre de difficultés économiques et sociales qui touchent particulièrement les jeunes. Et il faut voir aussi qu'en Argentine, le vote est autorisé à partir de 16 ans, et que donc cette année, les gens qui sont nés en 2007 votaient pour la première fois.
Et les gens qui sont nés en 2007, ils ont connu, je crois, dans toute leur vie que des taux d'inflation à 2 chiffres en Argentine. Un taux de pauvreté qui n'a fait qu'augmenter, etc., etc. Donc il y a un peu un sentiment, je pense, chez une partie de cet électorat-là, et en particulier chez les jeunes, parce qu'il y avait des enquêtes qui montraient qu'en gros, les jeunes allaient voter à 60-70% pour Milei au second tour. Probablement plutôt 70%, parce que 56%, c'est le score qu'il a fait dans toute la population. Donc s'il y a un survote, a priori, il est quand même plus près des 70%. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Pardon, j'ai perdu le fil. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui ont vécu différentes coalitions qui sont succédées au pouvoir, principalement le péronisme, disons, de centre-gauche, mais aussi la droite entre 2015 et 2019, et qui ont vécu une situation quand même hyper angoissante, très problématique. Et donc, il y a cette option qui paraît sortir un peu de nulle part, qui renvoie à un passé héroïque, que ce passé héroïque, ce soit le 19e siècle ou éventuellement les années 90, où il y a eu des politiques très néolibérales, des grosses privatisations qui ont été mises en place en Argentine, qui ont conduit à un désastre économique. Mais ces jeunes-là n'ont pas vécu ce basculement-là de la crise de 2001. Et donc, d'une certaine manière, ils cherchent quelque chose de nouveau aussi, peut-être, qui ne leur fait peut-être pas autant peur qu'à une autre partie de la population plus âgée. Alors, est-ce que c'est paradoxal, parce que j'ai Kylie qui nous demandait tout à l'heure, quand on parlait un peu justement de l'anarcho-capitalisme de manière générale, les politiques ultralibérales, c'est pas des politiques plutôt en faveur des riches en règle générale. Du coup, il se fait élire par le vote des classes populaires ou de la jeunesse un peu plus en difficulté. C'est assez bizarre. C'est une très bonne question, et d'ailleurs c'est une question qu'on s'est posée en fait, que les sciences sociales se sont posées, mais qu'on se pose aussi en général dans la société argentine, qu'on s'est posé déjà avec le ménémisme dans les années 80, entre 89 et 99, puisque pareil, c'était un président populaire, un président qui venait du péronisme, ces partis mouvements en fait, défenseurs des classes populaires, notamment défenseurs des ouvriers, exactement, qui a gagné les élections en disant révolution productive, salariazo à l'époque, donc augmentation de salaire, etc., et qui 2 ans après, il appliquait toute une série de mesures d'austérité. Donc un peu. Maintenant, ce qu'on a, c'est un président qui s'appuie beaucoup sur ces décennies, qui a été une décennie assez dramatique pour l'histoire argentine. Donc, une petite partie de la classe moyenne, bien sûr, s'est bénéficiée de la convertibilité, mais il faut dire que les résultats que ça a laissé pour la plupart de la société argentine ont été assez dramatiques, avec des taux de chômage assez importants. Et maintenant, on a Milei qui revient à cette époque-là en disant que c'est les meilleures mesures économiques qu'on a pu connaître et qui promet, en fait, parce qu'il s'appuie beaucoup sur des promesses quand même, un peu comme Macri aussi l'a fait en 2015, sur un peu les mêmes promesses, c'est-à-dire on va tout changer, on va réparer la situation, c'est un peu la promesse d'un homme messianique qui vient promettre tout, mais qui demande finalement de la croyance, et il y a beaucoup de gens qui croient en fait en lui, et quand on demande un petit peu, ils croient concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent ces personnes? Ils veulent plus d'éducation, ils veulent plus de travail, ils veulent plus de santé, ils disent, de toute façon, on n'en a pas. Enfin, à chaque fois qu'on va à l'hôpital, on doit attendre 3 mois pour trouver un rendez-vous à l'hôpital. Quand on connaît comment vivent les classes populaires en Argentine depuis plusieurs années, on se rend compte qu'elles sont dans des situations assez, des précarités assez compliquées. Mais ce n'est pas le cas de tout le pays. Donc, Milei s'est appuyé aussi sur une partie des classes moyennes qui vont très bien, qui faisaient des jeunes de classe moyenne d'ailleurs aussi, qui vont plutôt très bien, qui les soutiennent aussi, et il faut les situer, en fait, je pense, historiquement en Argentine, beaucoup plus tôt. C'est la formation de cette humeur conservatrice, en fait, dans la classe moyenne, vient des plus loin. Et il faut se rappeler de décembre 2001 en Argentine, il y a une partie de la classe moyenne quand même qui était progressiste, qui demandait des mesures progressistes, qui a participé à un mouvement plus de redémocratisation, en fait, de la société, d'une certaine manière. Et une partie qui, au contraire, demandait plus de sécurité, plus de police. Et si on entend, par exemple, au moment de l'investiture, au moment où Milei disait on va faire en sorte qu'il n'y ait pas des barrages des routes, en tout cas les personnes qui barrent les routes ne vont pas toucher en dessous de l'État. Donc très clairement, à ces moments-là, les personnes scandaient police, police. Donc cette fraction des classes moyennes, il peut y avoir une partie déclassée, une autre partie pas tant que ça. Enfin, c'est des classes moyennes qui sont mobiles, qui ont pu voyager, qui vivent très bien en Argentine, mais c'est seulement soutiennent la droite et soutiennent donc maintenant le discours de Milei. Il faut savoir que Milei a gagné grâce en bonne partie en fait au soutien de la droite, la droite macriste, au soutien de cette droite-là.
Pablo? Oui, je pense que c'est intéressant aussi les liens. Milei a su connecter aussi avec l'économie populaire informelle, un peu ces entrepreneurs plus plébéiens qui vraiment ont un rapport assez ambigu par rapport à l'État, et ils s'aiment et ils détestent en même fois l'État. Et je pense que ça, c'est important. Toutes ces économies informelles qui existent en Argentine, mais aussi en Amérique latine. Et aussi, il y a eu un vote aussi des classes moyennes et même des classes populaires contre le assistanat, entre guillemets, contre la politique sociale qu'on connaît. Et Milei a récupéré les slogans de 2001, à l'époque de la crise. Il y avait un slogan qui disait qu'ils s'en aillent tous, et Milei l'a récupéré. C'était un slogan, disons, plutôt de gauche. Il l'a récupéré contre la caste politique. Ouais. Ça, je pense que c'est intéressant parce que vraiment, quand on a vu qu'il a eu un résultat assez pareil dans toutes les couches sociales. Et même dans les quartiers, les riches ont voté Milei contre le péronisme, un peu comme ça. Mais même dans les couches populaires, on votait aussi Milei un peu contre... C'était plus compliqué, mais c'était un peu contre les politiciens, parce que vraiment, il y a un ras-le-bol généralisé à cause de la crise et de l'inflation surtout, qui précarise beaucoup la vie quotidienne de la population. C'est ce que nous dit Mwendigo là dans le chat. Genre le choix était soit voter pour un candidat classique et continuer la pauvreté, ou alors tenter l'extrême droite pour revoir totalement la société actuelle. C'était ça le choix des Argentins? Ouais, il y avait David, ça te fait rire? Non, mais oui, parce que c'est pas entièrement faux. Il y a pas mal de métaphores qui circulaient. Qu'est-ce que tu fais si tu es dans un immeuble en flammes? Est-ce que tu attends de te faire brûler ou est-ce que tu sautes par la fenêtre? Bon, je pense que cette idée-là, elle a dû être présente chez un certain nombre de gens. Et peut-être, en répondant à ça et aussi à ce qu'on a dit sur l'économie informelle, je pense qu'il faut prendre en compte aussi l'impact du Covid et de la gestion de la pandémie de Covid et du confinement notamment, qui en Argentine a été particulièrement long, particulièrement dur. Et il faut voir ça dans un contexte où, certes, l'État argentin est très présent dans la société argentine, mais quand même, il y a quand même 45% des gens qui travaillent dans l'économie informelle. Et donc, les mesures proposées par l'État, je ne sais pas, qui ont existé en France, par exemple, pour compenser les restaurants qui fermaient, toute l'activité économique. Déjà, c'était compliqué pour l'État de les mener en Argentine parce que l'État argentin n'a pas les moyens des États européens. Et en plus, il y a toute une partie de l'économie qui se faisait complètement à distance de l'État et qui, du coup, difficilement pouvait accéder à toutes ces compensations. Donc je pense qu'il y a une grande partie de la société argentine qui a vécu une forme de société sans État et dans laquelle l'État était vraiment vu comme un obstacle, puisque quand tout était fermé, tout était confiné, les gens ne pouvaient pas travailler et donc gagner le pain quotidien avec le travail informel de, je sais pas, commerce, restauration, toute une sorte de choses. Peut-être. Ça, non, juste pour nuancer, mais pour ajouter quelque chose, ça, je me rappelle, à l'époque de la pandémie, c'était un confinement très long et il y a eu une bonne partie des classes moyennes quand même anti-vaccin, anti-politique d'État, où il y avait une espèce de jonction entre l'anti-vaccin, anti-politique d'État avec anti-kirchnerisme aussi. Et donc cette humeur, qui était une humeur anti-populaire aussi également, il faut le dire, Milei s'est appuyé mais complètement sur cela, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur une fracture qui existe dans les classes populaires depuis très longtemps, en fait, et dans les classes moyennes, et qui consiste en tout cas à exclure en fait la fraction la plus basse, en fait, la plus précarisée. Donc, comme Milei dit, par exemple, on est les gens des biens versus les personnes qui ne veulent pas travailler. Sous-entend le fait que les personnes qui vivent en fait grâce aux aides de l'État, c'est-à-dire la plupart des personnes qui vivent de l'économie informelle en Argentine, qui survivent grâce aux aides de l'État, puisqu'on ne parle pas des politiques sociales véritablement, mais de l'assistanat, vivent ces aides de l'État. Ces personnes-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils sont limite dangereux. Donc, il revient sur cette image-là, qui était une image déjà ancienne. C'est une image qu'on a vécue en 2001 en Argentine, notamment, et dans les années 90, suite aux protestations des groupes, on s'appelait piqueteros à l'époque, des groupes des chômeurs
travailleurs précarisés. Et donc là, il reprend absolument ce discours-là. Et donc, ça marche. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, elles ne veulent pas devenir plus précarisées. Et donc, c'est par la peur, en fait, qu'il les tient. Donc, c'est une moralisation de cette partie-là de la population. De ce que vous dites, j'ai quand même l'impression, ça fait plusieurs fois qu'on dit, il a repris tel discours, il a repris tel... les théories économiques, évidemment, c'est pas lui qui les a écrites, mais on parlait tout à l'heure des années 90, où il y a eu effectivement des grosses privatisations dans l'économie argentine, qui a mené à beaucoup de chômage, mais qui a fait baisser l'inflation à l'époque. Au début, oui. Au début. Qu'en fait, il n'a rien inventé, il prend un petit peu dans l'histoire ce qui peut l'arranger. Les Argentins ont la mémoire courte ? Je pense que c'était des années compliquées parce qu'il y avait un peu... Ça dépend de l'époque parce que Menem a gouverné pendant 10 ans, qu'on était assez différents du début à la fin. Mais je pense qu'il y a aussi une mémoire de stabilité. Et ça, maintenant, c'est très important. Et Milei dit qu'il est menemiste. Alors, il revendique le gouvernement de Menem, de Carlos Menem, comme le meilleur gouvernement de l'histoire démocratique. Ça, c'est intéressant parce que son discours, le discours de Milei, est moins anti-péroniste que le discours de Macri, de la droite traditionnelle. Je pense et en même temps, il peut connecter un peu mieux avec les couches populaires parce que son esthétique, c'est moins bourgeois que, par exemple, l'esthétique et le langage de Macri. Et je pense que c'est important, il peut connecter, je pense que c'est très important tout ce qu'on a dit des quarantaines, à l'époque de la fermeture des écoles, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, de contestations dans la société. Par exemple, les écoles ont été fermées pendant des mois et des mois, parce qu'il y avait beaucoup de pression des syndicats, tout ça. Et aussi, je pense que c'est important dans le discours de Milei, c'est le discours contre les impôts. Il dit simplement que les impôts sont des vestiges de l'esclavage. Alors, il est un rejet radical. Alors, ça, c'est aussi important pour voir un peu son discours. Mais je pense que son esthétique et son discours, c'est moins bourgeois que les discours de la droite traditionnelle. Il y a une connexion parce qu'on doit se souvenir que dans les années 90, les réformes néolibérales ont été menées par le péronisme. C'est pas la droite, c'est le péronisme allié à la droite. Mais c'est les mouvements, Menem était un président péroniste. Et Milei lui revendique comme le meilleur président. Alors, on peut voir que dans le gouvernement de Milei, il y a pas mal de péronistes aussi dans les postes de... Alors justement, c'était une question aussi qui a été posée dans le chat sur qui il va compter pour gouverner. Alors il y a eu donc déjà des nominations, un certain nombre polémiques déjà. Donc il y a eu 2 ministres qui sont plutôt issus de la classe politique classique. Le ministre de l'économie et la ministre de la sécurité. Vous m'arrêtez si je me trompe, parce que c'est vous les spécialistes. Même plus que ça, oui. Okay. Il y a le ministre de la Défense aussi, qui est l'ancien colistier de la ministre de l'économie, qui est la candidate déçue de la droite à cette élection. Voilà. Et il y a eu aussi des nominations, sa colistière qui a accusé de négationnisme, en gros, on peut le dire comme ça. Un ancien ministre de la Justice qui a dû démissionner parce que c'était un sympathisant nazi. Il n'a pas démissionné du gouvernement de Milei. Non, pas de Milei, mais dans son ancien gouvernement. Ouais. Il va ressembler à quoi il va gouverner avec qui, Milei ? Ça va ressembler à quoi ? Grosso modo, il s'appuie beaucoup sur des élites, sur cette caste qu'il disait vouloir... qui disait vouloir... c'est un peu étrange, qui disait vouloir supprimer. Et... Voilà, la première promesse, donc il ne respecte pas. Youpi. Et donc il la respecte pas, mais en même temps, on le savait avant même les ballottages, je veux dire, avant même qu'il ne soit élu président, on savait déjà qu'il serait soutenu fortement par cette partie de la droite. Ça, c'est pas une surprise en fait en Argentine. Il a besoin. On le sait depuis plusieurs années. Aussi, ouais. Voilà, exactement. Donc là, les négociations se sont consommées entre les 2 tours, et puis une fois qu'il était élu, les négociations ont continué. Et là, ça va continuer aussi, puisqu'il a besoin de cette droite pour gouverner.
Et alors, en ce qui concerne les ministres, il a choisi des ministres qui ont déjà gouverné. Donc, comme vous l'avez dit, la ministre qui va occuper la position de la ministre de la Sécurité. En Argentine, on a un ministère de la Sécurité et un ministère de l'Intérieur. Et maintenant séparés en fait, voilà, par Milei. Patricia Bullrich, qui a perdu les élections, mais dont on pouvait s'en douter en fait qu'au fond, ils se sont pas mal insultés pendant la campagne. Ça a été, voilà, ils se sont dit des choses vraiment très 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 violentes, puisque elle a un passé des Montonera, enfin un passé lié à la guérilla, mais après il est passé par différents partis politiques, différentes factions, et il a été ministre du Travail pendant l'époque de l'Alliance, en fait, dans les années 99-2001. Et puis, il a été ministre de la Sécurité déjà, donc il a été à la même fonction déjà sous les gouvernements de Macri entre 2015 et 2019. Et à l'époque, il avait déjà été critiqué par une bonne partie de la population argentine, puisqu'il avait déjà réprimé, c'est pour sa main dure qu'elle a été critiquée. Donc, on peut s'attendre à voir un peu la même chose. Elle a dit déjà qu'elle allait mener des politiques répressives contre les mouvements, notamment les mouvements des droits humains et les mouvements sociaux en fait qu'on va voir ces prochaines années en Argentine. Après, il a aussi nommé des personnalités qui avaient déjà participé à d'autres gouvernements ménémistes et macristes. Donc, grosso modo, ils sont autour des personnalités de la caste, de l'élite, mais du pire, je veux dire, de l'élite, c'est-à-dire des personnalités très très critiquées, soit par corruption, soit parce qu'ils ont participé à des actes de répression, soit parce que ils ont participé à des gouvernements qui ont par exemple endetté davantage l'Argentine, comme c'est le gouvernement des Macri. Donc voilà, c'est paradoxal en effet, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. David, tu voulais rajouter quelque chose ? J'ai l'impression, peut-être que vous me contredirez, mais on peut essayer si on se concentre simplement sur les ministres du gouvernement et pas sur le Parlement, ou peut-être qu'on va en parler, c'est plus compliqué encore que ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a 3 types de profils dans les ministres, donc il n'y en a pas tant que ça, les ministres, il y en a 9. Il y a en gros les anciens de la droite classique qui, pour certains, ont déjà été ministres entre 2015 et 2019. Il y a des gens qui ont un peu gravité dans plein de partis, qui ont été très opportunistes, et notamment dans le sein du péronisme. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, Guillermo Francos. Et il y a quand même un petit groupe de gens qui viennent du secteur privé, et notamment de la Corporación América, qui est une sorte de grand complexe économique argentin, notamment dans les médias. Et c'est à travers ces médias-là que Milei est d'abord devenu connu. C'est un groupe qui est détenu par un milliardaire argentin qui s'appelle Eurnequian. Et donc il y a, je crois, 2 ou 3 ministres qui viennent en fait du secteur privé, qui n'ont jamais été très actifs en politique jusqu'à ce qu'ils rejoignent Milei, qui sont plus, je dirais, des fidèles de Milei, parce que les autres le sont pas tant que ça. Mais des fidèles de Milei, il n'en reste plus tant que ça dans son entourage. Et par rapport à il y a 2-3 ans, quand il a émergé en politique, il a beaucoup fait le ménage dans son entourage. C'est lui qui a fait le ménage dans son entourage. C'est lui, c'est son entourage. On attribue beaucoup à sa sœur le rôle de faire le ménage. Bon, après, c'est classique d'attribuer à un entourage qui complote autour du leader. Non, mais c'est vrai qu'il a vraiment un manque dramatique de cadres pour gouverner, parce que vraiment, il n'a pas un parti. Les partis libertariens, la Libertad Avanza, c'est le nom de son parti, c'est très petit, c'est pas organisé, il n'y a pas de cadres, il n'y a pas de personnes avec une carrière politique. Il connaît pas l'État. Et il connaît vraiment pas l'État, et il a passé par le Parlement, mais seulement 2 années, il n'a pas vraiment joué un rôle. Alors c'est vraiment un outsider très radical, et ça c'est pas facile de gouverner un pays si vous n'avez pas de cadre et tout ça. C'est pour ça qu'il doit trouver ces cadres, comme a dit David, dans la droite, dans les privés, un peu dans les péronismes plus, disons, opportunistes ou néolibéral. Mais on va voir, parce que c'est pas vraiment un projet, c'est un projet avec un grand signe d'interrogation, le gouvernement Milei. Et justement, on en parlait à l'instant, donc il y a son gouvernement, il y a le Congrès, il va avoir besoin des parlementaires pour faire passer ces mesures, sauf s'il veut gouverner éternellement par décret. Ouais, mais il ne peut pas. En partie, sur certains dossiers, oui, il peut. Oui. Là, il vient d'annoncer un premier décret, par exemple, pour constituer son cabinet des ministres. Donc, c'est le premier décret. Il a déjà fait mention de la loi d'urgence nationale, en fait, qui était un peu le même dispositif qui avait été utilisé par Menem à l'époque. Et
donc il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels il peut faire ça. Et là, par exemple, il a réussi avec une négociation avec une partie du Parlement à nommer quelqu'un qu'il souhaitait en fait comme président du Parlement. Oui, mais il doit, je ne sais pas, parce que vraiment, il est très minoritaire, et s'il veut... très minoritaire, il avait 2 députés, donc... Voilà. Et maintenant, il a 38. 38 des 257, donc il a 93. C'est quand même pas beaucoup, 38 mais il y a 93 quand même du bloc du PRO. Oui. Voilà, ouais, mais ils sont divisés eux aussi. Donc relativement. Bah, on va voir, je pense. Oui, mais bon, eux ils disent en tout cas que non, qu'ils vont soutenir la gouvernabilité. Il n'y a personne qui est parti du PRO, par exemple, suite à l'élection de Milei. Il y a une seule personne, en fait, qui est partie du bloc. Donc les blocs, ils vont pas agir comme un bloc, hein, bien sûr, ils vont voter loi par loi. Et ça dépend un peu des projets, je pense. Parce que s'il essaye un programme des chocs économiques, on va voir si les parlements les soutiennent ou pas, parce que vraiment, c'est pas évident. Tu crois que les blocs du PRO vont pas soutenir les mesures ultralibérales? Non, oui, mais c'est pas suffisant, parce que même avec les blocs, avec la droite traditionnelle, c'est pas la majorité. Ouais. C'est pas la majorité. Il n'a pas la majorité. Alors, il a besoin un peu de blocs plus centristes, même d'une partie du péronisme. C'est assez compliqué. Et dans le Sénat, c'est plus. Dans le Sénat, il est encore plus minoritaire. Il a 8 sénateurs. Pour lui. 7 sénateurs sur 72. Oui. Alors, c'est très difficile. Et je ne sais pas comment s'il veut vraiment mener un programme très radical, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a la possibilité des décrets, mais ça dépend du domaine. C'est pas et puis les décrets, ils peuvent pas s'appliquer à tout, et puis ils doivent passer quelques mois plus tard, être validés par le Congrès. Donc c'est jamais arrivé. Et tu as raison de le dire, hein. À l'époque de Menem, il avait gouverné par décret, mais il avait la majorité quand même au Parlement. Et donc c'est jamais arrivé que les décrets soient invalidés par le Parlement. Mais là, il n'a pas une majorité automatique. Et donc, quand ils vont passer devant le Parlement, ces décrets dans 6 mois, dans 1 an. Alors certes, là, il vient d'être élu, il a eu 14,5 millions de voix, etc. Donc, bon, les députés n'ont pas forcément envie d'aller contre lui, mais quand ça va devenir très compliqué, que peut-être il va commencer à devenir impopulaire, peut-être que les députés ils vont vouloir sauver leur peau aussi, et je ne sais pas. Enfin, vraiment, c'est la première fois qu'il y a un président en Argentine avec moins d'un tiers du Parlement. Et ça, c'est pas évident comment il va réussir à constituer une sorte de coalition des droites, parce que c'est... Maintenant, c'est vrai qu'il a un capital électoral assez important, parce qu'il a 55% des voix, ça c'est très important pour lui. Mais bon, on connaît beaucoup de gouvernements qui ont commencé avec un capital électoral assez important, et après quelques mois, tout a changé. Il est possible que du coup, ils doivent mettre un peu d'eau dans son vin pour que ça passe de manière un peu plus large, entre guillemets. Mais ça veut dire quoi, mettre de l'eau dans son adoucir, dans son je sais pas. Adoucir, c'est-à-dire qu'évidemment, une chose c'est les Milei, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une chose c'est les Milei d'avant la présidence, une autre chose c'est les Milei présidents, enfin les Milei candidats, les Milei présidents. Les Milei présidents, évidemment, doit adoucir au sens où il doit avoir un discours d'un président, en fait, et il a déjà dit qu'il veut être un président normal au sens ça nous rappelle des choses, en fait, d'un président. Oui, absolument. Mais bon, un président qui va répondre, qui veut remettre au debout l'Argentine, etc. Mais tout cela avec des mesures, on parle de radicalité, mais en fait, c'est approfondir des mesures qui ont été déjà appliquées en Argentine, il faut les dire. Alors là où, je ne l'interprète pas comme une forme d'adoucissement, mais là où il a dit, par exemple, que la dollarisation, qui était l'une de ses mesures phares, il a déjà dit que ça ne serait pas pour tout de suite, que ça serait pour 2 ans, le peso argentin par le dollar. Exactement, que ça serait peut-être pour 2 ans. Mais néanmoins, ce qu'on voit là, en tout cas, c'est clairement des mesures ultralibérales. On voit le retour des grands groupes économiques qui étaient ceux qui ont dominé l'Argentine dans les années 90 et retournent maintenant derrière, justement, une bonne partie de la droite qui les soutient. Donc ça, de mon point de vue, c'est très clair. Alors, plus radical, peut-être ce qu'on verra sûrement, c'est des actions de répression, puisque la seule chose que je vois comme un donné, en fait, très clair, qu'on a déjà vu, puisqu'on a déjà commencé à voir des manifestations, c'est que
qu'une bonne partie de la société argentine ne vont pas rester, en fait, les Baracossais vont revendiquer, vont manifester, en fait, démocratiquement, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Sauf que maintenant, ils considèrent que les manifestations, c'est un droit, en fait, qui est moins important que les droits à la libre circulation, comme il a dit. Donc ça anticipe quand même une période assez problématique du point de vue du respect des droits humains, en fait. C'est en tout cas ça qui inquiète. Oui, je pense que ces premiers mois, il peut bénéficier un peu du tremblement de terre politique que sa victoire a provoqué. Et après ça, je pense que son utopie, l'utopie anarcho-capitaliste va devenir une sorte de néolibéralisme assez radical, un peu mélangé avec les discours anti-wokistes de l'extrême droite mondiale. On a déjà vu ça, et parce que et je pense que c'est aussi intéressant de voir en Argentine l'affaiblissement des frontières entre la droite et l'extrême droite qu'on peut voir dans beaucoup de pays. Par exemple, en Espagne, en Allemagne, dans tous les pays, je pense qu'on peut voir cet affaiblissement des frontières et tous ces votes barrages, tout ça. Il n'existe presque plus. Et on peut voir en Argentine que toute la droite a soutenu Milei. Et la question, c'est si cette sorte de coalition électorale va se transformer en coalition vraiment politique. Si vraiment Milei va réussir à constituer un bloc social et politique pour soutenir son projet, qui c'est un projet assez thatcheriste un peu. Il parle de l'ancien premier ministre britannique, un peu comme un leader pour lui. Et alors, mais bon, pour mettre en place un projet thatcheriste, on doit avoir la force politique. Et la société argentine, c'est vrai que c'est une société assez mobilisée. Il y a une tradition de contestation comme on peut la trouver ici en France. David, tu voulais rajouter quelque chose ? Parce que Pablo mentionnait cette idée de barrage, je ne sais plus si tu as dit barrage républicain, mais je trouve que c'est intéressant de poser un peu ce mot-là pour faire un peu des comparaisons avec ce qui se passe en Europe. C'est que là, c'est la première fois dans une élection nationale en Argentine où se pose cette question du barrage moral, du barrage républicain à opposer à l'extrême droite, et le barrage, il n'a jamais existé en fait. Au moment où il aurait pu être possible d'émettre cette question, cette hypothèse-là, elle n'a pas eu lieu. Et les quelques leaders de la droite plus traditionnelle qui ont dit qu'ils voteraient blanc ou qu'ils voteraient nul lors de l'élection, ils se sont retrouvés très isolés. Et ça, on le voit dans les résultats de l'élection. Au premier tour, il y a eu 800 000 votes blancs et nuls. Au deuxième tour, il y a eu 800 000 votes blancs et nuls. Donc vraiment, cette idée de... Alors, faire un vote blanc, c'est pas faire barrage exactement, mais cette idée de se retirer un peu et de ne pas cautionner l'un sans donner ses voix à l'autre, vraiment, ça n'a pas du tout fonctionné. Et les gens qui ont porté cette posture-là, aujourd'hui, ils se retrouvent très isolés. Donc c'est vrai que ça donne quand même une marge de manœuvre, je dirais, en termes de popularité au président pour avancer avec un certain nombre de réformes, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup d'élus, en fait, qui ont porté un peu comme ici contre l'extrême droite. Il n'y a pas eu la même chose. Je connaissais. Non, finalement, le vote barrage était contre le péronisme. Oui, exactement, contre le kirchnerisme. Oui, mais il y a une partie, en tout cas, de la droite, par exemple, qui avait rejoint les pros, en fait, tout le radicalisme, grosso modo, Elisa Carrió, par exemple, des figures de ce radicalisme-là, parce qu'il y a eu d'autres aussi, d'autres figures radicales un peu plus à droite encore, mais celle-là, en tout cas, elle a dit simplement qu'elle ne donnait pas des consignes de vote, donc ce qui ne veut pas dire la même chose que faire barrage. Donc elle était très ambiguë de mon point de vue. C'est vrai qu'ils n'ont pas dit faire barrage. Non, mais il me semble que Larreta a dit que lui, il voterait blanc, par exemple. Et Larreta, c'était une figure quand même très importante de la droite, il y a un an. Oui, mais il n'a pas donné des consignes de vote comme ici. Ça a été quand même très fort. Il n'existait pas, je pense, une vraie diabolisation, entre guillemets, de Milei, parce que c'est un processus très rapide. Ouais. En 2 ans, Milei a passé de ce studio télé à la présidence, et vraiment, il faisait part d'une tradition d'extrême droite comme on peut la connaître en Europe. Ouais, c'est la question que j'avais posée. Il est vraiment identifié comme étant d'extrême droite ?
Alors, pour une partie de la population, une partie de la société argentine, oui, mais il n'y a pas d'extrême droite en Argentine à proprement parler historiquement, comme dit Pablo. C'était la dictature, très le militaire, mais pas des partis. Et c'était des très petits groupes, crépuscules, tout comme ça, mais il ne parle pas d'extrême droite, mais il parle Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont autour de Milei qui parlent d'une droite sans complexe, décomplexée. Et ça, c'est similaire. Et il est très connecté, surtout. Il y a des liens avec Vox en Espagne, Bolsonaro surtout, le Trumpisme, alors ça c'est évident. Et il a un discours très virulent contre le wokisme, même si en Argentine on n'utilise pas les termes wokisme, mais il y a vraiment un discours anti-progressiste. Et il parlait, jusqu'à 2021, il ne parlait que d'économie. Après ça, quand il est entré en politique, il a dû répondre à beaucoup de questions sur la politique, tout ça. Il a commencé un peu à reprendre les discours des droites radicales dans le monde, nier les changements climatiques, parler du marxisme culturel, du globalisme, un peu comme ça. Mais il disait que la bataille culturelle, par exemple, il la mène depuis 30 ans. Oui, parce qu'il a dit qu'il avait passé en 2021 de la bataille culturelle à la bataille électorale, contre le socialisme, tout ça, parce qu'il a beaucoup parlé du socialisme pour Milei. Et comme on l'a dit, tout le monde est un peu socialiste, sauf l'extrême droite. Alors, c'est le socialisme tout... C'est le collectivisme, en fait, qui est visé derrière. Du collectivisme, c'était un mot que personne n'utilisait en Argentine. Le collectivisme, c'était idéologique, comme que c'est un mot... Bon, et même le socialisme et le communisme en Argentine, c'est pas non plus une tradition très faible. Ce sont des traditions qui existent depuis le début du XXe siècle, mais sont très faibles. Enfin, ils ont été réprimés, ils sont soumis plusieurs transformations, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, ces identités politiques en fait. L'Argentine était un pays construit sur la base des deux grands partis, le péroniste, les partis qui s'appellent Parti justicialiste à la base, et d'un autre côté l'Union civile radicale historiquement, parti qui est détruit un peu miettes dans les années 2000. Et puis maintenant, ce qu'on voit, ça c'est une nouveauté quand même, c'est une recomposition du champ politique en fait, où il y a on voit une droitisation quand même du champ politique très clair. Et on voit quand même aussi une professionnalisation de la politique, qui est un phénomène un peu mondial qu'on voit partout. Et qu'on la voit aussi maintenant, même si Milei, il s'apprête à faire entrer des personnes qui justement ne sont pas des professionnels de la politique. Et donc c'est en cela que, on l'appelle le fou. C'est un peu le seul qui est différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Exactement. Il y a Rima dans le chat qui m'offre une transition toute trouvée. Un Bolsonaro bis sous certains aspects donc. Effectivement, donc Jair Bolsonaro, qui est l'ancien président brésilien, remplacé par Lula. Oui. Là, du coup, les relations Brésil-Argentine, ça s'annonce un peu compliqué. Oui. Ça change quoi dans la région si justement ces deux pays ne peuvent plus se parler, et par rapport au Chili, qui a un président plutôt de gauche aussi, avec une montée de la droite en ce moment dans le pays, l'élection de Milei, elle est précurseur de quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose en Amérique du Sud, là ? Je pense qu'il y a déjà un bloc, les BRICS en fait, donc le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, voilà, qui était où l'Argentine s'apprêtait à entrer en fait dans les cadres de l'ancien gouvernement d'Alberto Fernandez et Christian Kirchner. Maintenant, ces projets-là tombent dans l'eau parce que déjà Milei a dit qu'il rentrerait pas, qu'il négocierait pas donc avec des communistes, voilà, et qu'il négocierait seulement avec les pays libres. Donc le Brésil fait pas partie des pays libres de son point de vue. En fait, parce qu'il est gouverné par Lula. Il a déjà, d'ailleurs, Lula, il a refusé de faire partie de l'investiture, de venir exactement, lors de l'investiture de Milei, alors qu'il avait été invité personnellement. C'est donc Diana Mondino, qui est la ministre, qui est partie au Brésil portant une lettre, en fait, l'invitant personnellement, et il a refusé. Donc ça, c'est un signe clair. Il y a d'autres présidents aussi qui ont refusé d'être là, les Colombiens, les Nicaraguayens. Donc il y a des pays, en tout cas, de l'Amérique latine qui
qui ont refusé cela. Mais il y a comme une recomposition des forces. Lui, maintenant, il s'associe à Israël. Donc voilà, ça c'est quand même un acte très fortement. On l'a vu parler au rabbin, en fait, qui est donc l'éminence de la Chaval Lubavitch à Buenos Aires. Donc ça, c'est un acte quand même très fort, symboliquement très fort. Ce qui a été aussi refait lors de la cérémonie interreligieuse dans la cathédrale, en fait, comme habituellement, traditionnellement, c'est fait. Mais là, il y a eu une participation et un message quand même très, très important de la communauté juive, en fait, représentée par un rabbin lors de cette cérémonie, qui est d'ailleurs une espèce de leader des formateurs pour Milei, puisque Milei prétend se convertir donc, au judaïsme, etc. Exactement. Donc ça, ce qui anticipe en tout cas, c'est une remise en question des blocs du Sud, qui était jusqu'à maintenant la stratégie géopolitique, en tout cas qu'on voyait en Amérique latine de la part du gouvernement. Et et un alignement, je dirais, sur les États-Unis et sur l'Israël. L'heure tourne. On va devoir bientôt s'arrêter là. Je vais peut-être vous demander un mot de la fin pour résumer un peu, enfin pas résumer forcément ce qu'on a dit, mais répondre à la question que j'ai posée en titre du stream, à quoi va ressembler la nouvelle ère Javier Milei, les inquiétudes, les espoirs pour l'Argentine sous justement ce nouveau président. David ? Moi, j'ai l'impression qu'on va vivre une période, je ne sais pas si de chaos politique, social et économique, mais j'ai l'impression que ça risque de ressembler beaucoup à ça. Je ne sais pas si la capacité d'action de ce gouvernement, aussi néfaste soit-il, va être énorme, mais sa propre inaction risque d'être catastrophique. Enfin, inaction. En fait, il va y avoir une action sur la découpe budgétaire ultra drastique, ça ne fait aucun doute, etc., etc. Et sur le plan régional, je crois que, pour rebondir un peu sur les derniers éléments, je ne suis pas sûr que Milei représente un tournant sur le plan régional, parce qu'il y a des dynamiques qu'on observait déjà, une montée de l'extrême droite nostalgique du pinochettisme au Chili, Bolsonaro qui est jamais vraiment parti, qu'on attend toujours au tournant, etc. Mais de ce point de vue-là, l'élection de Milei constitue une ressource pour ces droites de la région, pas que de la région d'ailleurs. Si Orban est allé jusque là-bas, c'est quand même un signe que ça l'intéresse. Trump aussi qui est et pas donc loin. Voilà, je crois que c'est Pablo qui disait tout à l'heure, ou dans un papier qu'il a publié, que le Buenos Aires va peut-être être la Mecque de l'extrême droite mondiale pendant quelques temps. Et ça, c'est quand même, c'est quand même quelque chose de très significatif, je crois, à observer dans les mois qui viennent. Pablo ? Bon, je pense que Milei a porté un discours très messianique. Il a promis de sortir un peu du déclin de l'Argentine. Et pour lui, je pense que tenir ses promesses ne sera facile pour lui. Parce que vraiment, c'est un gouvernement très à droite, comme l'Argentine ne l'a jamais connu. Mais en même temps, très faible du point de vue institutionnel. Alors c'est une contradiction je pense que ça sera difficile pour lui et on verra un peu qu'est-ce que c'est finalement ce point d'interrogation qui s'appelle Javier Milei. Maricel, un mot de la fin ? Oui, je pense qu'on s'apprête à rentrer dans la nouvelle ère Milei. C'est une ère qui ressemble à une perte des droits, en tout cas un recul net en matière des droits, une chute en matière des pouvoirs d'achat, une inflation qui remonte. Il y a déjà des augmentations des prix en fait comme effet, une perte des salaires, de la capacité de salaire, qui vont affecter la plupart du pays. Donc la grande interrogation, c'est celle des votes. La personne qui a participé, c'est comment expliquer que des personnes votent contre leurs droits. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous éclairer un peu sur ce qui se passe en Argentine et ce qu'on peut espérer ou sur quoi on peut être inquiet pour l'Argentine de demain. C'est déjà la fin du stream. Merci beaucoup à tous d'avoir participé dans le chat. Vous avez plein de questions et ça c'est top. Merci de nous avoir suivis. Merci donc Maricel Rodriguez Blanco, je vous représente un petit coup. David Copello qui est juste là et Pablo Stefanoni. Merci à Cyril qui est notre réalisateur et qui nous met toutes ces belles images en même temps qu'on parle. Merci à Stéphanie qui nous fait tous nos visuels donc sur YouTube et sur Twitter. Merci à Mathis à la programmation. J'appelle donc Mathis pour le fameux moment Mathis. Mathis qui vient à la fin de chaque stream nous expliquer ce qu'on va faire le lendemain ou la semaine suivante. On se retrouve demain, il y a stream. À 14h, et ça sera un gros planning pour toi, Sarah, demain, car on va traiter différents sujets. On va commencer sur le projet de loi sur la fin de vie qui a été une nouvelle fois reporté là pour février 2024. Donc il y aura des chercheurs, mais également des médecins. Ça va être hyper intéressant dans une première partie. Et la seconde partie d'émission, un peu plus mag, on retrouvera Elisa de Mademoiselle, Théo Huard pour le panier France Info. On parlera aussi de GTA qui va sortir. Le trailer est sorti exactement. la semaine dernière. Et on va finir sur Frenchy Shore,
pour un autre sujet. On va parler télé-réalité avec une ancienne candidate de Secret Story. Donc pour ceux qui ont connu Secret Story dans les débuts des années 2000, ça va nous faire un petit coup de vieux, mais au moins on la verra demain. Merci beaucoup Mathis. Donc on se retrouve demain, c'est à midi. Soyez là, donc ça va être hyper intéressant. D'ici là, je vous la refais, mais vous connaissez la chanson. Je le redis aussi pour les petits nouveaux, peut-être qui nous rejoignent. Le replay du stream, ce sera bien sûr sur la chaîne, mais aussi sur la page du talk sur franceinfo.fr. Le Discord est là aussi si vous voulez prolonger la discussion sur l'Argentine ou sur tous les autres sujets. On vous met le lien dans le chat. Et puis le talk existe aussi en version podcast. Ça, ce sera dispo aussi dans quelques minutes sur la plateforme de Radio France. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.